Denis Robert Dufour, je voulais tout de suite venir sur un sujet, le sujet de la cité, qui normalement, l'organisation de la cité devrait reposer sur la maîtrise des passions, la tempérance, alors que si on se promène ici, ne fût-ce qu'ici à Paris, on se rend compte que c'est tout à fait, et à Bruxelles et partout, dans les grandes villes, c'est tout à fait le contraire. On est plutôt dans une société où on exalte les passions, on nous pousse à consommer toujours plus, mais avec aussi cette impression d'être un peu dans un jeu schizophrénique où en même temps on nous dit consommez mais faites attention à l'environnement, mangez nos crasses industrielles mais pas trop en abondance. Euh, Comment vous analysez cette situation un peu schizophrénique Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai fait un travail, disons, sur la naissance du libéralisme. J'ai, bon, vous savez, essayé d'écrire une anthropologie critique du libéralisme. Et donc, cette courant de pensée est situé généralement dans les Lumières européennes, pas les Lumières allemandes, qui proposaient au contraire une maîtrise des passions et des pulsions, mais plutôt ce qu'on appelle les Lumières anglaises, plus précisément les Lumières écossaises. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur un auteur qui était très peu lu, alors qu'il avait été extrêmement célèbre au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et puis après ça a un peu disparu. Cet auteur, c'est Mandeville, Bernard de Mandeville, qui a écrit en 1705 une fable qui s'appelle La fable des abeilles. Alors, c'était un médecin d'origine française qui avait fait ses études dans les Provinces-Unies, donc ce qu'on appelle les Pays-Bas, la Hollande maintenant, et qui était parti donc à Londres pour devenir ce qu'on appelait médecin de l'âme. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aux gens qui étaient pris, disons, de passion, soit triste, mélancolique, hypocondriaque, etc., etc. Et donc il avait fait sa thèse comme sur ces questions des passions. Et donc il a écrit une fable en 1705, donc cette fameuse fable des abeilles, qui donc lui est venu parce qu'il avait traduit en Angleterre les fables de La Fontaine, donc de quelques décennies antérieures. Et quand on écrit des fables, on prend le tour de main, on prend la métrique, la scansion, quand c'est des octosyllabes, par exemple, il y a une façon de rythmer qui vient, et on commence à donc parler en rythmant, comme ça, et puis il y a des scansions qui se forment, etc. C'est extrêmement intéressant, justement, parce que la pensée est rythmée. Et donc il y avait une pensée qui l'obsédait en tant que médecin de l'âme, c'est que font les malades au sens, comme on dirait maintenant, donc les gens qui souffrent de troubles psychiques, une fois qu'ils vont mieux. Alors il faut dire que pour qu'ils aillent mieux, il avait trouvé une thérapie très intéressante parce qu'il les faisait, non pas des saignées comme on faisait à l'époque, on ne mettait pas des choses sous le microscope, donc il commençait à envahir les pratiques de la médecine à l'époque, mais il les faisait parler. Et donc il a comme ça soigné ou réduit les peines de femmes souffrant d'hystérie, d'hommes hypochondriaques, etc., qui, la plupart du temps, étaient pris dans des carcans moraux qui faisaient que, ils étaient réfrénés justement dans leurs passions et leurs pulsions. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, parce qu'on passe du champ de l'économie psychique à l'économie marchande. Pourquoi ? Parce qu'il découvre que ces gens, donc, aux passions libérées, avec des carcans moraux qui pèsent moins comme interdits, disons, pour leurs actes et pour leurs actions, produisent de la richesse. Ils deviennent riches. Alors il écrit une fable, je ne vous raconte pas toute la fable, on la trouve sur internet, ça fait 6-8 pages, c'est extrêmement intéressant. Mais je vous dis ce qu'on appelle la morale
fable, parce que comme dans toutes les fables, dont les fables de La Fontaine, il y a une morale, ce que donc, quand on a lu la fable, on doit se souvenir. Et la morale de cette fable des abeilles, c'est les vices privés font la fortune publique, ou les vices privés font la vertu publique. Vertu et fortune, c'était la même chose. Et donc, ça veut dire que quand on libère les vices privés, la richesse s'accroît, on veut plus. On est moins limité dans ses désirs, etc. Et donc, il y a une avidité qui se manifeste et qui amène, semble-t-il, donc une augmentation de la richesse. Alors, est-ce que c'est une richesse générale? Sûrement pas, mais c'est la richesse de quelques-uns. C'est une idée qui va travailler tout le libéralisme anglais, puisque une quarantaine d'années plus tard, un peu plus, 50 ans plus tard, Adam Smith, donc le fondateur de l'économie politique dite scientifique, va écrire un livre qui s'appelle La richesse des nations. Alors il y a un bon esprit, c'est Lacan qui a dit, en fait, il ne parle pas du tout de la richesse des nations, parce que la richesse des nations, c'est la richesse, il passe de la richesse des banquiers. Et donc, quand on libère des passions et des pulsions, on n'a plus de freins moraux, et donc on veut toujours plus, et pour vouloir toujours plus, on produit toujours plus, ou on fait produire de préférence les autres, pour les faire travailler pour soi, pour qu'on ait plus. Et donc, voilà globalement le cadre dans lequel ça se passe. C'est extrêmement intéressant parce que ça produit un total scandale au XVIIIe siècle, tellement important que la fable des abeilles, avec les commentaires ensuite que Mandeville a écrits, ont été interdits par le grand jury de Londres, qu'en France, quand ça a été traduit vers les années 1740, c'est-à-dire quelques années après, très rapidement traduit, d'abord par la maîtresse de Voltaire, Madame du Châtelet, mais bon, elle a fait une traduction qui n'était pas très bonne, etc. Ça a été repris et diffusé, et donc quand on a su ce que disait Mandeville, les vices privés font la vertu publique, c'était une proposition qui est apparue totalement scandaleuse. Ça veut dire qu'il faut libérer les vices privés, alors que nous étions, depuis l'Antiquité, dans, au moins, une morale qui était calmez-vous, si vous voulez que le lien social, la civilité fonctionne à peu près, il faut quand même que vous puissiez agir dans certaines bornes. Donc il faut vous maîtriser. Et si vous ne vous maîtrisez pas, nous vous maîtriserons et on vous mettra en prison ou ailleurs, pour vous calmer. Et donc la proposition de Mandeville apparaît là comme totalement scandaleuse, puisque elle apparaît comme la libération, la promotion de la libération des vices privés. Les vices privés, ce sont les passions et les pulsions privées. Faites tout ce que vous voulez, et ça ne peut qu'apporter du bien à tout le monde. Et donc, quand vous lisez le sous-titre de la fable des abeilles, c'est énoncé d'une façon claire et totalement scandaleuse, à peu près, je ne vous dis pas exactement, je n'ai pas mémorisé les 3-4 lignes, mais ça dit à peu près ceci: soyez aussi avide que vous pouvez l'être pour votre propre plaisir, car ainsi vous ferez, sans même le vouloir, le plus de bien que vous pouvez faire à vos concitoyens. Et c'est ça, au fond, les fondements de l'anthropologie libérale. Le libéralisme, c'est d'abord la libération des passions, des vices privés et des pulsions privées, avec l'idée que ça va amener quelque chose quand ça va se réaliser d'une façon générale au niveau du public. C'est ça le cœur de l'anthropologie libérale. Et donc en France, quand ça a été su, après la traduction donc, de 1740, la réponse a été simple. Le livre a été mis à l'index et brûlé par le bourreau sur la place parisienne. Pareil dans toute l'Europe. Et ça a été un des plus retentissants scandales de toute l'Europe des Lumières, cette thèse de Mandeville. Et Mandeville était
a été extrêmement célèbre à cette époque-là. Donc Voltaire le connaissait, Rousseau le connaissait, Montesquieu le connaissait, et donc ça s'est diffusé extrêmement largement en Europe. Et c'est à cette époque-là, donc au moment de la condamnation de Mandeville, qu'on a transformé son nom, qui est devenu de Mandeville à Mandeville, l'homme du diable. L'homme du diable, parce que le diable, c'est celui qui pousse sur la libération des passions et des pulsions. Et donc, le livre de Mandeville a été brûlé, mais les idées de Mandeville ont continué à se diffuser. Ça a été repris, je l'ai déjà dit, par Adam Smith, et puis par tout le courant des utilitarismes anglais, etc. C'est passé de l'Angleterre aux États-Unis comme une sorte de nouvelle religion. La religion, c'est par exemple chez les méthodistes, vous aviez cette injonction qui servait à la formation des ouailles, enrichissez-vous, c'est bon pour tout le monde. Et donc, c'est parti aux États-Unis et on voit le résultat, on voit ce que ça a donné. Et donc, les idées de Mandeville, d'abord combattues comme idées du diable, ont fini par gagner le monde. Alors, ça a été longtemps contrebalancé en Europe par l'autre courant des Lumières, c'est-à-dire le courant allemand, le courant un peu de la régulation morale, de la loi morale kantienne, qui dit je ne peux pas généraliser les libertés que je prends parce que finalement ça finira par se retourner contre moi. Si je m'autorise de mes passions et de mes vices privés, et si je rencontre quelqu'un qui s'autorise de ses passions et de ses vices privés, et s'il est plus fort que moi, je vais tomber sous sa coupe. Donc on ne peut pas généraliser ça, c'est ça globalement la loi morale kantienne. Donc on a eu au XVIIIe siècle l'invention de deux grands courants, le libéralisme anglais, Mandeville, Adam Smith, et le transcendantalisme allemand avec Kant. Et donc toute la suite du programme de la modernité, ça a été donc d'équilibrer l'un par l'autre, jusqu'aux années 1970 à peu près, où donc le courant du transcendantalisme allemand s'est effondré, pas en Allemagne, mais au moins donc dans les autres pays européens, et notamment en Angleterre et aux États-Unis, et qu'est apparu ce qu'on a appelé la vague néolibérale, avec Thatcher en Angleterre, 1980, et avec Reagan aux États-Unis. Donc, qui a généralisé cette anthropologie néolibérale de la libération des passions et des pulsions comme étant bénéfique pour tout le monde. Alors, ça, c'est la tendance principale. Alors, il est évident que affirmer ceci continue de poser quelques problèmes. Parce que dans ce cas-là, tout est permis. Et si tout est permis, tout le monde, chacun, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et donc ça va aboutir à la destruction de toutes les formes du lien social et de l'être ensemble. Donc par rapport à ça, on met des injonctions, comme celle dont vous parliez, qui sont souvent des injonctions sanitaires. Bouffez tout ce que vous voulez, mais pas trop de graisse. Enrichissez-vous, mais donnez un petit peu aux pauvres. Enfin bon, voilà. Il y a cette espèce de faux équilibre, que vous appelez la schizophrénie, qui caractérise nos sociétés, mais quand même, la tendance principale, c'est la libération des passions et des pulsions, et avec quelques petits contre-feux ou garde-fous marginaux, et la plupart du temps amenés sous une modalité qui est une modalité sanitaire. Parce que si vous faites trop, vous allez vous détruire, vous allez détruire tout le monde. Donc, pas trop. Mais bon, on est quand même dans un régime de libération des passions et des pulsions. Et donc, aussi étrange que ça paraisse, des phénomènes qui n'ont rien à voir avec le néolibéralisme, comme par exemple
Le terrorisme à l'heure actuelle, c'est des gens qui se donnent droit de vie et de mort sur les autres qui s'autorisent de leur passion et de leur pulsion sans en rendre compte, sans en discuter, etc., et qui viennent et qui défroient sur tout le monde. Donc il faut analyser aussi le terrorisme actuel comme un phénomène qui est né, la plupart du temps, dans les sociétés néolibérales. Nos limites. Hein? Nos limites. Nos limites, nos limites. Voilà, il n'y a pas de limite. Aucune limite n'est tolérable. Donc tout ce qui me limite est antidémocratique. Alors ça se masque avec un discours démocratiste. On ne peut pas m'interdire quoi que ce soit. Il est interdit d'interdire quoi que ce soit. Voilà. Donc nos limites. Mandeville a visé juste, puisque 3 siècles presque après, Ouais. dire plus de 3 siècles, on est arrivé à un point où jamais, par exemple, les inégalités ont été aussi fortes. Déjà en 2007, dans le Divin Marché, vous écriviez que 200 personnes et quelques se partageaient la même chose que les 3,5 milliards les plus pauvres. Oui, c'est ça. Oui. Actuellement, on est à 8. Oui, c'est ça. Oui. On est à 8. Donc on est en progrès. On est en progrès avec ce délire comme que tout le monde l'accepte. Et comme je disais, en Belgique, par exemple, on parlait de choses scandaleuses. En Belgique, il y a une promotion de la loterie nationale, une campagne qui dit « Devenez scandaleusement riche ». Le maintien du système en place est permis aussi parce qu'il y a un désir qui est partagé dans toutes les classes sociales et dans tous les milieux. Bien sûr. Il serait faux d'accuser simplement les riches. Les 1%. Les 1%. Ceci a débordé largement. Il ne faut pas de limite, par exemple, dans la consommation. Il faut consommer toujours plus. Votre smartphone, s'il a 1 an et un nouveau modèle, il faut le changer. Si vous avez l'occasion ou la possibilité d'avoir plus, il le faut. Sinon, vous passez pour un imbécile aux yeux des autres, pour quelqu'un d'attardé, de retardé, etc. Vous n'êtes pas dans le coup. Donc il y a une injonction qui s'est généralisée. Et qui est généralisé aussi, qui touche les classes pauvres. Et donc qui, la plupart du temps, comme donc manifestation, disons, d'une volonté politique, c'est une volonté, la plupart du temps, de consommation. Ils veulent consommer plus. Même ceux qui n'ont rien, ne luttent pas contre pour un changement du système, mais pour que eux aussi puissent avoir ce que les autres ont dans les mêmes conditions, donc de non-limitation, etc. On sait ce que ça produit, tout ça. On sait ce que ça produit. S'il n'y a pas de limite dans la production des objets manufacturés, dans l'utilisation de toutes les ressources qui permettent de produire ces objets, dans la mobilisation des sources énergétiques, etc., s'il n'y a pas de limite, on est en train de détruire le monde. C'est ça qui est en train de se passer. Donc la limite absolue par rapport au toujours plus, au vouloir toujours plus et à l'avidité, c'est pas les hommes qui la donnent, la limite, c'est la nature qui est en train de répondre. La nature qui est en train de répondre et en train de dire qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Et que ce mode même de production est en train de détruire le monde et les équilibres fondamentaux du monde. Donc la limite, elle est toujours posée, mais elle n'est plus posée dans les discours. Maintenant, elle est posée dans les équilibres fondamentaux qui permettent la vie sur Terre. Et qui nous rappelle donc à l'ordre en disant tout vous ne pouvez pas, parce que si vous consommez toujours plus, vous faites augmenter la température du globe, vous perturbez les équilibres climatiques, vous bousillez les champs de coraux dans la mer, vous perturbez les équilibres qui sont les équilibres des écosystèmes. Et donc vous êtes en train de tout détruire. Donc cette limite, elle est toujours là, mais elle n'est plus tenue dans le discours. Elle est tenue par, disons, l'économie du vivant, l'économie générale. C'est plus dans l'économie discursive, c'est dans l'économie du vivant. Donc la grande question qui se pose, c'est de réintroduire maintenant dans une discursivité ça commence à venir, Dieu merci, ce que vous faites dans votre journal en témoigne,
c'est réintroduire dans une discursivité consentie politique au bon sens du terme, au sens de la police, du vivre ensemble, POLIS, des éléments qui sont relatifs donc à l'observation ou l'observance d'un certain nombre de limites sans lesquelles on est en train de détruire le monde. Alors, justement, pour être un homme libre, il faut être informé. Le système doit entretenir un grand mensonge pour pouvoir continuer à persister, à exister, à détruire la planète. Vous disiez qu'il faut comprendre pour agir, et non pas comprendre sans agir ou agir sans comprendre. Alors, il y a des exemples multiples qui montrent qu'on ne comprend pas bien et qu'on essaie de ne pas nous faire comprendre. J'en prends deux là. Le chômage, par exemple, dont vous parlez dans le divin marché. Tous les gouvernements font de la lutte contre le chômage, leur leitmotiv. Alors qu'on sait très bien, par exemple, qu'un taux de chômage minimum doit se maintenir pour que les revendications des travailleurs ne soient pas trop importantes et que les salaires restent plus bas. Oui. Il y en a un autre aussi dont on a parlé, mais c'est la pauvreté. Hein. Donc on a dit, oui, personne maintenant. Il y a de plus en plus de pauvres et on continue à nous faire croire que les gens essaient de lutter contre la pauvreté. Vous parlez à un moment donné de pervers puritains. Oui, oui. Ces gens qui amassent, d'ailleurs ils ont tous une fondation, hein, qui oui, amassent oui, des oui. fortunes indécentes Oui. et qui distribuent leurs miettes. Oui. Ça fait partie aussi, c'est un élément idéologique Bien sûr. fondamental, Oui, justement, oui. et de la pléonexie aussi, Oui, bien sûr, bien sûr. du désir de vouloir Oui. toujours plus. Oui. Bon, il y a beaucoup de luttes qu'on fait comme ça. Hein. Il y a beaucoup de luttes qu'on fait, dont on fait semblant de lutter en fin de compte. Oui. Oui, je crois que, bon, on ne peut plus se cacher les problèmes. Donc ils apparaissent parce que, donc, il y a des déséquilibres fondamentaux du point de vue social, il y a un système démocratique qui ne marche plus, il y a un dérèglement des écosystèmes, il y a des phénomènes de surproduction, il y a des phénomènes de migration considérables. Donc ça, c'est globalement repéré. Et par rapport à ça, donc il faut que le système continue. Et donc, pour qu'il continue, il y a des effets placebo comme ça qui se distribuent ici et là. Bon, je ne sais pas, par exemple, par rapport à la vogue, enfin le souci légitime des écosystèmes, par exemple, la réponse du marché, c'est le bio. Par exemple, on va faire du bio, des savons bio, des ceci, etc. Est-ce que ça répond véritablement à toutes les questions? Probablement pas. On sait que l'agriculture, par exemple l'agriculture en France, est loin et s'industrialise de plus en plus, mais en s'industrialisant va donc répondre en disant ah, on va faire du bio, mais donc c'est un bio qui répond donc à comme un effet placebo à des phénomènes qui sont des phénomènes qui ne permettent pas justement l'inversion ou la bascule du monde du monde de destruction dans lequel nous sommes partis. Et bon, donc c'est un problème évidemment considérable parce qu'on sait, mais en même temps le marché intègre tous ces éléments pour faire des produits du marché qui sont supposés répondre à un souci qui est perçu par les individus, mais qui est donné donc dans un discours du marché. Vous comparez dans le divin marché la justice distributive avec la justice commutative. Oui. C'est aussi un point essentiel, ça, d'en être arrivé à commettre des inégalités pour rétablir un peu l'égalité, parce que c'est un peu ça. Oui, oui. On crée du pauvre, oui. On crée de l'inégalité. Oui. Quelle est la différence alors avec la justice commutative dont vous parlez La justice distributive, c'est tout ce qui a à voir avec la distribution des biens et des honneurs. Donc avec le fait, il y a eu un très beau travail d'un philosophe américain qui s'appelle Walzer là-dessus, et qui s'appelle Sphère de justice, autant que je me souvienne, qui a une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant. Et
il part d'une idée qui était déjà chez Pascal, où Pascal disait, voilà, il y a un certain nombre de distributions d'un certain nombre de qualités. Par exemple, vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes aimable, vous êtes beau parleur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et donc, il y a une injustice qui apparaît à partir du moment où, parce que vous êtes riche, vous voulez être beau, vous voulez être aimé, vous voulez être entendu, vous voulez être écouté, etc. Donc, c'est ça le problème de la justice distributive, qui crée donc des inégalités, parce que ceux qui ont une qualité pensent qu'avec cette qualité, ils peuvent avoir toutes les autres. Or, c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes intelligent. La preuve par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Trump aux États-Unis, par exemple. Il est très riche, il est bon, etc. Mais est-ce que c'est un monsieur capable de gouverner un pays comme les États-Unis? Non. Pourtant, lui pense que oui, parce qu'il est riche, donc il pense qu'il peut avoir les autres qualités, qui sont les qualités qui lui permettent le discernement politique nécessaire pour conduire son pays. Donc voilà, par exemple, un effet. Alors, on rencontre maintenant beaucoup de problèmes qui ont à voir avec donc des extorsions, ce que j'ai appelé des extorsions de consentement, qui consistent à placer les gens dans qui ont un problème, par exemple de travail, qui sont au chômage, etc. Et à les placer dans des situations où, pour avoir un travail, il faut qu'ils consentent volontairement entre guillemets, à un certain nombre de conditions. Par exemple, endurer un peu plus de risques au travail, s'ils sont par exemple dans le bâtiment, être payé un peu moins, travailler le samedi, le dimanche, etc., ou travailler plus longtemps, etc. Et donc, pour que le régime ou l'apparence démocratique soit sauvegardée, on fait des contrats. On fait des contrats en disant, contre votre travail, si vous travaillez par exemple en plus le dimanche ou un peu plus longtemps, ou dans des conditions de sécurité un peu moindres, on vous donnera ce travail. Et donc, comme c'est sous la forme du contrat démocratique, les gens, évidemment, qui sont dans le besoin, signent. Mais en fait, c'est une extorsion de consentement. Et il y a c'est-à-dire, c'est une opération où on fait semblant d'avoir le raccord, qui est contresigné par le contrat, alors qu'ils sont obligés de faire ceci pour obtenir le travail. Donc c'est un trucage des règles démocratiques fondamentales. Dans ce système de servitude volontaire, c'est très difficile de tenir, ou en tout cas d'avoir un discours radical qui est audible. Et en même temps, il y a aussi ceux qui mènent des combats, disons, qui se disent de la vraie gauche, sont aussi paradoxalement parfois dans le maintien et la continuation du système productiviste. Oui, bien sûr. Pensons par exemple au travail, vous citez, et à l'idée de collectivisation, hein, parce que ça c'est un combat cher à la gauche, comme si ça allait tout régler. Alors au moment vous citez justement Simone Veil qui dit les ouvriers peuvent être tout à fait privés de droits dans une usine qui serait une propriété collective. Si demain on chasse les patrons, si on collectivise les usines, cela ne changera en rien ce problème fondamental qui fait que ce qui est nécessaire pour sortir le plus grand nombre de produits possible, ce n'est pas nécessairement ce qui peut satisfaire les hommes qui travaillent dans l'usine. Il y a aussi beaucoup de combats de la gauche comme ça qui sont en fait pro-système, entre guillemets, oui, et qui n'attaquent pas le... Oui, bien sûr. Il y a une histoire, évidemment, à tout ça. L'histoire, c'est l'histoire essentiellement de la réception, puisqu'on parle donc des syndicats, mouvements ouvriers, etc., des mouvements de gauche, de la réception de Marx dans les pays européens, et en France en particulier, mais pas seulement en France. Le Marx qui a été traduit, c'est le Marx globalement du Capital. C'est le Marx économiste. Et encore, il y a des divergences importantes sur ce Marx, puisque vous savez qu'il y a des théoriciens de la valeur, par exemple, qui sont en train de faire une toute autre lecture du Marx économiste qui a été reçu pendant longtemps. Mais ce Marx économiste est celui qui a été entendu, reçu par les premières
révolutions politiques, notamment en Russie, Lénine, l'URSS, Staline, etc., qui donc a mis à profit le discours marxien ou marxiste pour dire qu'il fallait que ces pays deviennent des pays compétitifs avec les autres, et pour qu'ils deviennent des pays compétitifs, il fallait que ce soit des pays qui donc entrent dans des logiques productivistes, donc avec tout ce qui accompagne cette logique productiviste, c'est-à-dire un travail parcellarisé, des objectifs de production toujours plus importants, une distinction totale du travail intellectuel et du travail manuel, donc abandon de tout le côté créatif du travail, c'est-à-dire la transformation de ceux qui étaient des ouvriers en prolétaires. Les mots disent quelque chose. Ouvrier, celui qui avait une œuvre. Et le prolétaire, c'est celui qui n'a plus d'œuvre, il n'a qu'une tâche, et souvent une tâche répétitive. Et la grande analyste de ces tâches répétitives, qui, donc à l'époque de Simone Veil, dans les années 1930, où elle a produit cet immense travail sur les effets donc, de ce travail parcellarisé qui venait de Taylor et puis de Ford, a été parfaitement compris donc à l'époque par Simone Veil, c'est-à-dire c'est la destruction, elle appelait ça la destruction de l'âme, de ceux qui étaient donc assujettis à ce travail répétitif, parcellaire, etc. C'est cependant cette forme de travail qui a été mise en œuvre en Russie par Lénine, qui donc disait que l'organisation scientifique du travail de Taylor doit devenir la Bible des unités de production qui sont en train de se construire en URSS. Tout ça parce qu'il fallait construire donc une économie plus forte que les autres économies dites capitalistes, mais pour construire des économies plus fortes que les autres économies dites capitalistes, on a construit une économie capitaliste, productiviste, mais d'État, au lieu que ça soit privé. Et de fait, ça ne changeait rien à l'aspect principal qui était le productivisme, la mécanisation, la parcellarisation du travail, la destruction de l'âme des ouvriers, la destruction des ouvriers, leur transformation en prolétaires. Et donc, ces pays sont devenus des sortes de miroirs, de mimes de ce qui s'est passé dans les pays capitalistes, au lieu que ça devienne des autres formes, des formes alternatives, qui auraient pu donc se lancer dans des opérations de production, mais sans détruire, évidemment, sans détruire l'idée même de l'œuvre, du travail. Pourquoi c'est très important qu'un ouvrier fasse une œuvre? Vous savez, l'être humain a toujours des doutes sur son être, son existence, sa pérennité, etc. Est-ce que je suis vraiment ici est-ce que je suis vraiment moi-même? Est-ce que les autres me voient? Est-ce qu'ils m'entendent? Etc. Donc le sujet entretient un doute, le sujet humain entretient un doute constitutif sur lui-même. Vous parlez d'incomplétude. Oui, d'incomplétude, bien sûr. Il souffre d'incomplétude. C'est pourquoi un sujet a besoin de produire des objets. Parce que s'il produit des objets, il se dira, cet objet, il a bien fallu que quelqu'un l'ait produit, et ce quelqu'un, c'est moi. Bon. Donc la production d'œuvres, la production d'objets est essentielle dans la constitution même d'un sujet humain. Nous avons eu affaire à des systèmes capitalistes, puis dans le communisme soviétique, et ensuite chinois, qui ont détruit justement cet aspect-là, et qui ont détruit quelque chose d'essentiel au fonctionnement de la subjectivité humaine, justement, en amenant les gens à donc des tâches où ils ne voyaient pas ce qui se produisait. Et ce qui se produit, je dirais que l'aliénation qu'il subissait a été portée à de nouvelles conséquences lorsque ce qu'il produisait, ils ne voyaient pas ce qu'il produisait quand ils étaient
voyez, comme dans les films de Charlot, les temps modernes, en train de visser toujours le même boulon pendant toute une vie de travail. Mais tout ça leur revenait à la fin sous la forme d'objets manufacturés qui produisaient donc des aliénations par rapport donc à le fait d'avoir ces objets, de les vouloir et d'en vouloir toujours plus. Donc on a une double aliénation, une aliénation dans le travail et une aliénation par la consommation. Et donc il y a eu un tournant à un moment donné après la crise de 1929, que j'essaie d'analyser dans certains de mes travaux, où le capitalisme, qui était un capitalisme donc de production, et donc d'extorsion de la plus-value, d'extorsion du consentement, etc., est devenu un capitalisme légèrement redistributeur de certaines, d'un plus de jouir, d'une certaine forme de jouissance sous la forme donc d'objets manufacturés qui étaient offerts, vendus donc à ceux qui travaillaient. Ce que Henry Ford a très très bien théorisé en disant ceux qui doivent acheter les voitures que mes usines produisent et que mes ouvriers produisent, ce sont mes ouvriers. Et donc on a commencé il a fait comme ça, alors que les voitures étaient au début réservées à l'élite de la société, comme moyen donc de prestige, comme moyen de distinction sociale, le génie de Ford, ça a été de faire en sorte que ce soit ces ouvriers qui puissent donc acheter des voitures qu'il produisait, avec donc une sorte de redistribution, rétrocession de jouissance qui leur était confisquée avant. Et c'est là où le capitalisme a pris un tournant extrêmement important, et le capitalisme est passé du capitalisme de la production à un capitalisme de la consommation, et a pu devenir là mandevillien. Il fallait faire des êtres frustrés, ben voilà, oui, c'est ça. Qui se déplaisent, qui ont travaillé sans sens pour qu'ils consomment d'autant plus. Et voilà, c'est ça. Produire des êtres frustrés qui sont rémunérés par, rémunérés, ils s'achètent, mais bon, ils sont récompensés par donc des produits de consommation aliénants. Alors, qu'est-ce qui s'est perdu dans entre le premier temps que je décrivais, celui de l'ouvrier qui produit son œuvre, et celui de l'ouvrier du prolétaire qui récupère l'objet manufacturé, il s'est perdu et il s'est passé la perte de l'objet. Il a perdu l'objet qui lui est revenu sous une forme extérieure, dans lequel il ne sait pas très bien ce qui se passe, mais sous la forme d'un objet manufacturé où il a perdu entre-temps son objet, qui n'était pas un objet manufacturé, mais qui était un objet que lui, comme l'artisan, construisait son objet. Et il construisait donc son objet qui était un objet produit avec ses mains, son intelligence, son génie propre. Qui le mettait en valeur. Qui le mettait en valeur. Et donc là, c'est quelque chose qui revient par l'extérieur sous la forme d'un objet manufacturé. C'est-à-dire qu'on a perdu la production de ses propres objets. Et c'est une partie essentielle de la subjectivation humaine, de pouvoir produire ses propres objets. Vous, ici, vous produisez un objet. L'objet que vous produisez, c'est l'interview qu'on est en train de faire. Pour faire cet objet, vous allez être obligé de vous former, en l'occurrence de lire mes bouquins, de savoir les questions posées, et vous allez finalement donner un objet qui est un objet qui va être le fruit de votre travail, de votre production. Vous êtes un artisan qui produisait un objet qui n'est pas un objet manufacturé, qui va se mettre à circuler, bien sûr, mais qui ne va pas être un objet, c'est pas une voiture que vous allez produire à 10 millions d'exemplaires. C'est un objet singulier. Donc, c'est la singularité de l'objet qui est perdue. Vous voyez, dans le passage donc, au capitalisme industriel, mécanisé, etc., qui a de si fortes conséquences, donc, destructives sur la subjectivation et sur la subjectivité des producteurs, ce qu'avait parfaitement perçu Simone Veil, justement. Et alors, justement, là, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans des mécanismes d'aliénation, là, au XXIe siècle, qui ont atteint une capacité fantastique, et que peut-être qu'on est en train de perdre le sujet, et que dans les luttes, on peut parfois se demander si
si on pourra récupérer l'esprit critique de ceux qui l'ont perdu ou de ceux qui sont... C'est exactement la question. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une logique de consommation, donc vous prenez ce qu'on vous donne, et quand vous n'êtes pas content, parce qu'on a fait mieux comme objet. Donc il faut toujours produire plus d'objets, toujours plus sophistiqués. Donc vous courez derrière les objets. Ça provoque donc des réactions souvent addictives, parce que dès que vous l'avez, vous en voulez un autre, qui est mieux, etc. Et donc vous courez derrière quantité d'objets manufacturés qui vous sont proposés, mais vous-même, vous ne produisez plus rien. Vous ne produisez plus d'objets. Les objets vous sont donnés par le marché des biens, y compris des biens culturels. C'est l'industrie culturelle maintenant qui fonctionne, et donc qui ne permet plus la production des objets. Alors, ça inquiète évidemment beaucoup de gens qui ressentent ceci comme une immense frustration, comme une immense aliénation, et donc il y a une soif de produire à nouveau ces objets. Et Dieu sait que c'est important, qu'il faut soutenir ceci, que les gens puissent produire leurs objets, même petits objets, construire un petit film, faire un poème, planter des fleurs et les croiser avec ceci pour faire cela, faire des bons plats, je ne sais pas, il y a vraiment une demande pour que des gens puissent construire à nouveau leurs objets. Alors, évidemment, tout ceci, ça serait extrêmement intéressant que ça se mette en série, que ça se mette en réseau et que ça puisse produire un mode de socialité qui ne soit pas une socialité aliénée par le marché, par la production et la consommation. C'est un enjeu contemporain important, ça. Avec une demande, avec une aspiration à produire ses propres objets. Vous voyez le nombre de gens qui aspirent à, je ne sais pas, essayer de danser, à écrire une chanson, à écrire des bouquins, à produire un film. Bon, il y a une demande considérable parce qu'on joue sa peau là-dedans. Si on ne produit rien, on n'est pas sujet. Donc, vous parlez de la musique aussi. Oui, de la musique, bien sûr. À quel point, est-ce que c'était dans la Grèce antique ou ailleurs, à quel point c'était essentiel? Bien sûr. Ça faisait partie de la formation. C'était essentiel, la musique était essentielle dans la Grèce, antique, parce que la musique était en même temps un lieu qui était le lieu des harmonies. Donc on joue avec des harmonies, etc. Donc c'était un lieu de pensée, un lieu de la musique faisait partie de la mathématique. C'était une variante de la mathématique. Et donc là, on pouvait jouer avec un certain nombre d'objets pour produire, on pouvait jouer avec ces disciplines pour produire ses propres objets, qui peut être un chant, et ça c'est extrêmement important, parce que, regardez par exemple, si je suis extrêmement en colère, ou si je suis en joie, heureux, etc. Si je suis en colère, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas produire d'objets. Je suis en colère, je sors dehors, je m'engueule, je casse tout, je fais des histoires, je me bats. J'entre dans quelque chose qui donc me permet d'exprimer mes passions, ma colère. Quand on fait de la musique, quand on est en colère, on compose quelque chose qui dit ce qu'on a à dire, l'organise, pose des rapports qui entre les notes, qui font par exemple, qui se jouent dans un certain nombre d'harmonies majeures, avec des rythmes qui sont un certain nombre de rythmes qui supportent ce que je veux exprimer, etc. Et donc je produis l'objet qui devient un objet qui m'a permis de me reconnaître dans mon propre sentiment. Alors que quand je sors dehors tout cassé, je ne produis pas d'objet, je me détruis moi-même et je détruis les autres. Donc, vous voyez, toute cette histoire de la production d'objets qui est extrêmement oubliée maintenant.
est quelque chose qui est essentiel à la formation du sujet et du lien social. Puisque si j'accède à ma propre passion, par exemple en écrivant ce poème ou cette chanson qui reflète ma colère actuelle, je vais me rendre à moi-même intelligible, quelque chose qui m'étreignait, mais à quoi je ne savais pas donner de forme. Donc je vais y accéder moi-même et je vais pouvoir la passer aux autres. Donc construire quelque chose avec ça. Mais l'œuvre ne rapporte rien au marché. Alors le système marchand récupère tout, même les relations humaines. Alors on n'a jamais autant entendu parler de mise en réseau. En Belgique, il y a un réseau un opérateur qui dit Always Connected. On produit des êtres atomisés. Alors vous parlez longuement de la télévision, je crois que c'est dans le Divin Marché, qui a produit en fait une destruction du lien social, une destruction du lien familial aussi. Oui. Alors Debord disait quelque chose d'intéressant par rapport à ça. La télé réunit les séparés, et c'est parce qu'ils sont séparés qu'elle les réunit. Oui. La télévision, c'est un peu chacun chez soi. Oui. Comment on fait un peu quand on... Oui, mais bon, alors là, c'est comme objet manufacturé, produit par des industries de pointe. La diffusion de la télévision à partir des années 1950 aux États-Unis, 60 ans en France en gros, a été un des vecteurs de l'introduction du marché à l'intérieur même de l'espace domestique. Et donc pour introduire le marché et brancher les gens sur toute une série de produits de l'extérieur, donc on présente à la télévision, il a fallu détruire les rapports de discursivité qui existaient à l'intérieur des familles, où les gens avaient des choses à se dire, à se raconter des histoires, faisaient des métaphores, essayaient de mettre en discours leurs propres affects vis-à-vis des membres de leur famille, etc. Donc ça a détruit toute cette discursivité, donc ce lieu de discussion à l'intérieur des membres d'une même famille, et ça a amené à l'intérieur de la famille des rapports extrêmement violents, qui étaient des rapports marchands, purs et simples. Ce n'étaient pas des rapports de sens, des rapports marchands. Et l'introduction de la télévision, à mon avis, n'est pas encore assez étudiée comme un des objets majeurs du XXe siècle qui a détruit des éléments, des pans entiers des pans entiers de la personnalité de chacun des individus et du rapport de ces personnes aux autres individus. Parce que ce qui est arrivé, c'est un tout autre discours. La télévision, on la désigne, moi je l'appelle la folle du logis. C'est la folle du logis. Pourquoi ? Pourquoi elle est folle ? Parce qu'elle cause toute seule, la télévision. Quantité de scènes, par exemple. Je me souviens quand la télévision est arrivée, quand j'étais gamin dans les années 60, dans les espaces familiaux, la télévision était allumée, personne ne la regardait, mais il fallait que la télévision soit allumée parce que c'était un objet où les familles montraient qu'elles avaient quelque chose, accédaient donc à la modernité, à la télévision, et que donc elles avaient accès à ce monde moderne. Or, la télévision qui parle toute seule, pourquoi elle parle toute seule ? Parce que quand ça cause à la télévision, elle n'attend pas la télévision, vous lui répondiez. Elle cause toute seule. Tandis que quand, je ne sais pas, votre frère, ou votre père, ou votre mère vous parle, elle attend, ou il attend, que vous lui répondiez. Il y a des relations de réciprocité. Donc il y a une discursivité réciproque qui se met en place, normalement, entre les individus parlants. Or là, ça parle, mais ça parle tout seul. Ça ne vous interpelle pas en sujet. Ça vous refile un certain nombre de choses, d'injonctions, d'images, d'objets à consommer, ou d'attitudes à adopter dans l'ensemble de vos relations. Et maintenant, donc l'ensemble de les relations, c'est aussi bien les relations sexuelles. C'est-à-dire la domination, par exemple, du
porno à la télévision le soir ou à l'Internet, impose des comportements porno et sexuels, donc dans des sphères de l'extrême intimité des individus. Ça vient de l'extérieur comme des sortes de modèles qu'il faut maintenant suivre et appliquer. Sinon, si on n'applique pas ces modèles, on est un con, quoi. Avec une modification donc des pratiques. Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont poussé la perversité quand même assez loin parce que maintenant il y a des dessins animés où ils créent une fausse interaction avec... Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai déjà vu ça ailleurs. C'est notamment Dora. Donc pour les petits-enfants, elle pose une question. Oui. Elle attend un petit temps. Et l'enfant répond. Oui. Alors, ça, vous avez raison de mentionner ceci parce que disons, les gens qui s'occupent de la télévision savent quel est le défaut de la télévision. C'est justement le défaut de réciprocité. Et donc vont mimer des formes de réciprocité. Ça fait longtemps, ça fait un certain temps que ça existe. Par exemple, quand vous aviez, je ne sais pas, comment ça s'appelle, les Big Brother, là, vous savez, les émissions de télé-réalité. Et donc les gens regardent la télé-réalité, etc. Et à un moment donné, il y a une sollicitation qui est faite en disant pour qui vous allez voter, appelez tel numéro, etc. Et en appelant tel numéro, vous allez pouvoir gagner ceci ou cela. C'est une forme donc fausse, évidemment simulée d'interactivité, qui donc fait comme si ce médium était devenu non plus simplement parlant tout seul, mais respectant la réciprocité fondamentale de la discursivité humaine. La règle fondamentale, c'est je parle, tu écoutes, tu parles, j'écoute. Donc c'est ça la réciprocité. Et on est constamment dans notre vie d'être parlant dans ce rapport-là. Là, ça parle, on n'est pas obligé d'écouter, et ça parle tout seul. Je ne peux pas répondre. Donc ça souffre de ce défaut par rapport à la définition même de la communication humaine. Et donc les promoteurs de la télévision essayent de bricoler quelque chose. Alors il faut répondre avec le portable en appuyant sur une touche, en faisant ceci. Mais maintenant, il y a par exemple d'autres formes. Je regardais l'autre fois un documentaire extrêmement intéressant où des formes de réciprocité sont mis en jeu dans les rapports marchands, comme ça. Maintenant, les autres objets après la télévision, ça a été le portable, le téléphone portable. Donc il y a... Ça, c'était la télévision, c'était l'espace domestique, ça pénétrait l'espace domestique. Puis ensuite, il y a eu l'espace individuel, avec le portable. Donc chacun a son petit écran, regarde, machin, etc. Et donc le portable est un fantastique outil de contrôle des populations. On sait à tout moment ce que quelqu'un fait, où il est, ce qu'il regarde. Les mails qu'il envoie, par exemple, Gmail vient de dire hier qui renonçait à l'analyse des messages que les individus envoient. Ça veut dire qu'il le faisait jusqu'à maintenant. Donc tous les messages que vous envoyez étaient analysés pour savoir si, d'une façon subreptice ou directe, on pouvait vous envoyer un petit message disant « Vous avez besoin vraiment de ce produit qui est fait pour vous. C'est vraiment, il a été prévu pour vous, c'est pour votre bonheur. Si vous ratez ça, vous allez rater quelque chose d'important dans votre vie. » Donc, le côté extrêmement invasif du portable qui analyse tout, et donc qui vous piste absolument partout, qui est maintenant mis à profit, par exemple, dans les rapports marchands, quand dans ce documentaire, on montrait que les mannequins dans les vitrines de fringues, par exemple, ont à l'endroit de leurs yeux des caméras. Donc le mannequin que vous regardez vous regarde. Et ce qui sort comme image est analysé par un certain nombre d'algorithmes. Donc, le mannequin qui ne bouge pas vous regarde et sait si vous êtes un homme ou une femme.
votre âge à l'air d'un certain nombre de traits, nombre de cheveux, couleur des cheveux, ceci, cela, etc. Le sexe, je crois que je l'ai dit déjà. Plus d'autres... Les produits qui vous intéressent. Oui, les produits de la vitrine devant laquelle vous êtes arrêté. Et non seulement ça, mais peut analyser le petit sourire qui fait qu'il y a un algorithme quand hop, ça se lève comme ça. Et ben ça veut dire que celui-là, il est content quand il a vu que le mannequin portait cette veste ou cette jupe ou ces chaussures, etc., etc. Et hop, c'est stocké, noté, et il y a des messages directs ou subliminaux qui sont envoyés à celui qui a eu ce petit moment de jouissance et d'affect devant ce produit, signalant comme ça, je le voudrais bien aussi. Et bien tu vas l'avoir puisque tu le voudrais. Et donc il y a un espionnage comme ça dans l'activité qui est l'activité la plus innocente. Vous regardez des mannequins inanimés dans une vitrine, et ben vous êtes complètement analysé dans vos désirs, dans ce que vous êtes supposé vouloir, et on vous le donnera. On vous le donnera sous une forme ou une autre, et vous l'aurez, et vous l'achèterez. D'où le faux sentiment de liberté. Ah oui, parce que les individus se sont jamais sentis aussi libres. Ah ben bien sûr, les individus se sentent libres, et ils sont pistés, mais totalement pistés. Ils sont pistés jusque dans leurs affects les plus simples. Alors maintenant, par rapport à cette réciprocité, donc on fait des écrans à côté des mannequins, ou quand donc les yeux du mannequin, si je puis dire, analysent que vous êtes content et que vous souriez, vous avez un personnage qui sourit. Vous faites un geste comme ça, dans l'écran de télévision, le personnage fait un geste comme ça. Vous tendez les mains, il vous tend les mains. Donc il y a une fausse interactivité. Comme avec les robots. Oui, comme robotique, qui est créée, mais qui simule donc de la vraie relation. Et qui est une fausse relation humaine ou interhumaine. Sans ces risques. Voilà. Mais vous êtes content, quoi, parce que voilà, vous avez été vu, identifié, et vous êtes libre, surtout vous êtes libre, entre guillemets évidemment. Vous n'avez jamais été plus espionné. C'est un dispositif de contrôle total. Hein. Donc ça, c'était déjà la télévision, un contrôle important, mais le portable est encore un contrôle encore plus important. Le smartphone, oui. Oui, le smartphone. Ouais. Ouais. Oui, vous parlez beaucoup du fait que la télé, en fait, on ne la regarde pas, mais elle nous regarde. Ah ben, elle nous regarde. Nous sommes regardés par la télévision, bien sûr. Et puis, elle a aussi permis, elle entretient ce culte de l'identité, ce narcissisme, avec toutes les émissions qu'il y a maintenant, où nous-mêmes, on espère devenir la célébrité. Oui, c'est ça. Qui, oui. comme vous disiez dans un de vos ouvrages, c'est une célébrité qui ne se distingue en rien. Comme disait Baudrillard, la célébrité est une tautologie. On est célèbre juste parce qu'on est célèbre, mais il n'y a même plus de trait distinctif, il n'y a plus un savoir-faire. Avant, la célébrité, à la limite, ça va faire quelque chose. Ben oui, bien sûr. C'est parce que, bon, on le disait tout à l'heure, vous saviez fabriquer un bel objet, une belle musique, un beau poème, une belle composition florale, un beau plat. Donc vous êtes un grand chef, vous êtes un type qui sait faire des poèmes, vous savez jouer du saxophone, vous savez faire quelque chose, quoi. Vous savez présenter des objets qui vous intéressent vous et qui éventuellement intéressent les autres. Maintenant c'est fini, cette célébrité-là est finie, vous êtes pris au hasard, etc. Vous êtes comme tout le monde. Il faut surtout pour être célèbre maintenant n'avoir aucune qualité. C'est l'homme sans qualité de musique de l'époque qui est devenu donc célèbre. C'est comme ça donc beaucoup de gamins, de jeunes se laissent capter et vous voyez des filles de 150 personnes devant des émissions de télé-réalité, etc., où ils vont devoir simplement être eux-mêmes devant les autres et se montrer eux-mêmes, comme s'il y avait un eux-mêmes. Le soi-même, ça se construit aussi. C'est pas un truc donné comme ça. On est constamment en éveil, en formation, etc. Et ben là, non, il y aurait un soi-même qui ferait que d'emblée, vous êtes marrant, beau, rigolo, intelligent, séducteur, etc., etc., etc. Il n'y a plus rien à construire. Toute cette pulsion aussi du voir qui,
parenthèse, fonctionne très bien dans le terrorisme aussi. Hein. L'image a Oui, un rôle, oui. un rôle essentiel. On n'a pas encore beaucoup parlé du je et du groupe. Le je et le nous, comme vous avez dit. Vous dites à un moment donné dans un ouvrage, c'est en effet cela qu'il faut bien saisir pour comprendre la bêtise contemporaine. La juxtaposition, le nouage inédit de l'égoïsme et de la grégarité. Oui. On est plus que jamais en groupe, mais en fait c'est des mises en collectivité d'atomes. Le groupe en tant que fondateur de l'identité individuelle n'existait plus beaucoup aussi. Parce que quand vous êtes sollicité par la publicité, donc qui aura repéré dans vos supposés désirs ce qui pourrait vous satisfaire vos appétences, donc elle vous attrape en vous caressant dans le sens du poil. Tu veux cet objet. Bon. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de disons de flatterie de l'ego. L'ego est flatté, puisqu'on va satisfaire ses appétences. Hein, donc on attrape par l'ego. Hein, tu veux ceci, tu l'auras. Mais cet ego, dès qu'il est capté, servi, comblé dans ses appétences, il est mis dans le troupeau des consommateurs. Il n'a rien d'autre à produire, surtout rien d'autre à produire, surtout pas de visée critique par rapport donc à ce mécanisme qu'il a saisi et placé là-dedans, dans le grand troupeau des consommateurs. Donc on se retrouve dans une situation où cet ego est capté pour être mis en troupeau grégarus, grégaire. Donc nous sommes dans une situation égo-grégaire. C'est une des formes de la schizophrénie contemporaine dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'on croit que c'est l'ego qui est flatté, et en fait, on est placé dans des grands troupeaux. Les passions. Oui, qui, donc, une fois que vous êtes dans un de ces troupeaux, on sait ce que vous voulez. Vous voulez tel objet, vous voulez faire telle croisière, vous voulez faire tel type de tourisme, nous avons les produits qui vous conviennent, nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous satisfaire. Alors, il y a quand même pas mal de milieux qui pensent le système actuel, mais vous l'expliquez aussi qu'ils le pensent, mais de manière, disons, localisée dans une certaine sphère de savoir. Vous donnez cet exemple du conte indien là, avec ces personnages qui sont aveugles et qui touchent un éléphant et qui perçoivent tous quelque chose de différent. Et puis qui demandent au guide qui les accompagne, ils pensent être fous puisqu'ils voient tous quelque chose de différent, de leur donner la réponse, mais il est muet. Oui, il est muet. Il y a quand même aussi une division entre les savoirs. Il n'y a pas de pensée holistique. Il y a la sociologie d'un côté qui étudie ça, la psychologie d'un autre côté, la psychanalyse d'un autre côté. Ça, c'est le drame de la pensée actuelle qui donc fait que nous vivons dans une totalité qui s'appelle le monde, et ce monde est découpé en autant de rondelles qui se veulent intelligibles. Moi, je sais que j'ai affronté beaucoup d'adversité à l'université, parce qu'on me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, t'es pas économiste, alors pourquoi tu parles d'économie? Alors, non seulement je parlais d'économie, mais je dis d'économie marchande en rapport avec l'économie psychique, parce que dans l'économie marchande, on veut satisfaire donc des supposés désirs des individus. Donc on ne peut pas comprendre l'économie actuelle si on ne comprend pas l'économie psychique. Et donc, si on touche à l'économie psychique, à l'économie marchande, on touche aussi à l'économie politique, c'est-à-dire quelle est la forme qui réunit l'ensemble. Et donc, à l'université, on m'a dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de franchir comme ça des disciplines. Et si je ne les franchis pas, je n'y comprends plus rien. Je vais faire des monographies sur, par exemple, je ne sais pas, la dépression. Je vais faire des monographies, un autre va faire une monographie sur les formes actuelles de l'économie de la consommation. Un autre va faire des formes actuelles sur la crise du politique. Mais si on ne lit pas le tout, on ne va rien comprendre. Et donc, cette
interdiction de voir l'éléphant, de voir l'ensemble, de percevoir l'ensemble, de comprendre l'ensemble, est entretenue par, je dirais, l'économie actuelle du savoir, qui est divisée en autant de rondelles qu'il y a de spécialistes pour produire des discours prévisibles sur chacune de ces rondelles, de ces découpages, quoi. Mais quelque chose qui réunit l'ensemble, nous, on n'a pas. Cette division sert fantastiquement le marché. Oui, je pense, un peu comme une métaphore, là, les 2 pages environnement, il n'y en a plus 2 pages, mais dans un journal, c'est ceci. Comme si l'environnement pouvait se mettre dans 2 pages, alors qu'il devrait être partout dans le journal. La nature, ça devrait être dans la finance, mais bien sûr. En tout cas dans l'économie. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Et donc on perd l'intelligibilité vous voyez, il y a quelque chose de l'intelligibilité qui se perd. Alors on peut peut-être venir sur la question de l'optimisme, du pessimisme, et la façon dont on envisage l'avenir aussi. J'ai senti un peu dans votre dernier ouvrage la situation du présent, la situation désespérée du présent remplie d'espoir. Une forme à la fois d'optimisme, dans le bon sens du terme, de lucidité, mais aussi du fait qu'on vous y croyez plus trop. J'ai l'impression que c'est un sentiment qui partage beaucoup les milieux militants lucides et radicaux. C'est que comment pourrait-on y parvenir? Mais essayons quand même, hein, vous le dites à un moment donné. Oui, c'est ça. Essayons de refonder le nous, oui, c'est ça. Mais sans y croire. Voilà, c'est ça. Bon, au grand âge où j'arrive, disons que j'avais 20 ans en 1968, et que 1968 est quand même une année qui a été marquée par des événements en France et dans le monde, événements très très difficiles à comprendre et sur lesquels il y a encore beaucoup à dire, puisque en général, donc on dit 68, on accuse 68 de tous les maux en disant c'est le début, tout est permis, etc. Et donc on rencontre le contraire, c'est au contraire le début d'une libération possible. Donc il y a les pour et les anti-68. Je crois que les questions sont beaucoup plus complexes que ça, parce que donc on sait qu'une partie du mouvement de 68 a été lancée par des gens qui avaient déjà conscience des dangers de cette, qu'on disait à l'époque, cette société de la consommation. Il y a des bouquins de Baudrillard que vous avez cités qui venaient de sortir, etc. Il y avait un sentiment aussi donc de rapprocher les relations des individus et de ne plus les faire médiatiser par des objets techniques comme la télévision et autres choses qui sont venues après, maintenant le portable, l'internet et tout. Donc on avait déjà conscience de tout ça. Et donc il y avait aussi l'idée que l'on venait en France de passer par je ne sais plus combien d'années de gaullisme, avec un côté un peu père Fouettard du général de Gaulle. Et qu'il fallait donc donner un peu d'air, un peu de liberté et ouvrir tout ceci. Donc notre passion à l'époque était une passion un peu libertaire, qui s'est manifestée par des quantités de mouvements politiques différents, anard, extrême gauche, etc., régionalisme, proto-écologisme, etc., etc. Mais globalement un mouvement libertaire. Puis ce mouvement libertaire, c'est le génie tragique pour moi, mais le génie du capitalisme, c'est qu'ils ont parfaitement compris que l'ancien capitalisme patriarcal, autoritaire, avait fait son temps. Et qu'il fallait mettre en place quelque chose de complètement nouveau. Et donc ils ont utilisé le mouvement libertaire de 68 pour le mettre au service du libéral et du néo- et ultralibéral qui était en train de se mettre en place dès cette époque-là. On dit que à partir de 66-67, le mode de régulation du capitalisme était en crise. Bon.
c'est-à-dire ça ne rapportait plus le conflit, le compromis, comme on disait, keynésiano-fordiste, c'est-à-dire entre l'usine fordiste et puis l'État-providence, commençait à ne plus bien fonctionner. Et donc, les plus avisés de ceux qui travaillaient là-dessus, c'est-à-dire les néolibéraux américains, du type Hayek, du type Friedman, commençaient à mettre en place dans l'école de Chicago, donc les formes qui allaient être celles du néolibéralisme. Et un certain nombre d'entre eux ont compris qu'ils pouvaient capter, plutôt que de s'opposer aux libertaires que nous étions, les capter, et donc mettre en place un nouveau capitalisme anti-autoritaire, non plus national, non plus patriarcal, mais ouvert à des flux multiples, à la condition de casser les formes rigides, y compris l'État-providence. Et quelques années plus tard, on a eu donc le néolibéralisme qui est venu. Donc je dis ça parce que j'avais 20 ans en 68, pour revenir au début de ma phrase, et depuis cette époque-là, j'en ai vu quand même un certain nombre d'essais, de tentatives pour que nous puissions essayer de construire un monde à peu près vivable. Et donc, je dois dire que de ce point de vue-là, je dois déchanter. On a toujours eu un coup de retard. On a toujours eu au moins un coup de retard. C'est-à-dire, tout ce qu'on pouvait faire comme avancée, etc., était très rapidement. Le côté opportuniste du capitalisme est saisissant. Le côté opportuniste au sens, le côté pervers du capitalisme. C'est-à-dire pouvoir prendre ici et là, y compris chez des ennemis, etc., quelque chose pour se reconstruire dans des formes qui sont des formes, par exemple, de satisfaction de toutes les appétences, de tous les désirs, qui était quand même un slogan de 68. C'est le capitalisme néolibéral qui a exaucé ce vœu d'une certaine façon. Donc, voilà, arrivant à mon âge, dois-je encore y croire? Non, c'est difficile. Donc, l'espoir. Mais, bon, par rapport à ça, il y a donc l'idée que la vie continue. La vie continue et que peut-être peut nous apporter quelques surprises, peut-être même des bonnes, c'est pas sûr, j'y crois de moins en moins, étant donné l'état du monde, y compris l'état, je vais dire, physique, chimique, atmosphérique, systémique du monde. Bon, on se demande maintenant pour combien de temps ça peut durer encore. Bon, on n'est pas sûr que dans 20 ou 30 ans, ça puisse continuer. On voit par exemple l'étude qui a donné le film intéressant de Demain, qui est parti, donc qui a été une étude qui a été produite dans la revue Nature de 2012, et qui dit dans 5 ou 10 ou 15 ans, la majorité des grands écosystèmes de la planète seront altérés. Et donc quelque chose d'autre va s'entamer, qui va ressembler à une altération considérable de ce monde. Donc on n'est pas sûr. Comment voulez-vous être optimiste dans ces conditions-là? Alors c'est vrai qu'il faut donner de l'espoir aux jeunes, c'est pas de leur faute, ils arrivent dans le monde, donc les vieux comme moi doivent pouvoir les accueillir, mais oui, tout n'est pas foutu, etc. Mais bon, dans mon fort intérieur, quand même, j'ai de forts doutes. Ce qui est peut-être grave, c'est que la jeunesse aussi, on est arrivé peut-être à se dire, il n'y a pas de modèle alternatif, c'est foutu, parce qu'on entend ça chez des sujets de plus en plus jeunes aussi. Oui. Donc l'idée, c'est globalement ça, c'est probablement foutu, mais on essaye quand même. Mais quand même. Dans ce cadre, vous avez... C'est le déni, je sais bien, mais quand même. Je sais bien que c'est foutu, mais quand même. J'essaye quand même. Et puis à la limite, c'est la proposition de Borges. C'est, bon, le gentilhomme ne soutient que des causes perdues d'avance. Donc même si on a perdu, il faut quand même essayer. À ce sujet de 2 points pour clore, à la fois, je vais peut-être juste dire un petit mot, parce que vous en parlez un peu dans votre dernier ouvrage, sur l'institution décisive qu'est la presse, parce qu'elle est quand même... elle maîtrise le contrôle des représentations du monde, ce qui n'est pas rien. Oui. Donc moi je pense que c'est un combat
décisif si jamais on peut s'en sortir. Si le combat de la presse n'est pas gagné, je dirais que c'est perdu. Et puis vous avez quand même fondé aussi, vous nous en direz un mot, vous êtes aussi à l'origine du manifeste convivialiste, Oui. qui reprend 4 piliers dans l'objectif de refondation du lien social. Oui. Peut-être nous en parler un peu. Oui. Je vous laisse les citer. Oui. Commençons par la presse, si vous voulez. Oui, je crois que c'est très très important, la presse, parce qu'on voit en France, mais évidemment c'est pareil ailleurs, mais c'est peut-être pire peut-être en France, c'est que la presse appartient aux grands industriels, y compris les grands industriels de l'armement, Dassault, l'aviation, ceux qui maîtrisent donc les réseaux, Internet, Altis, Free, Le Monde qui appartient maintenant à ces gens-là, Le Monde, Journal, Le Monde, etc. Et donc, s'ils s'intéressent à ça, c'est pas par altruisme, c'est parce que il y a des intérêts à défendre, au moins sous une première forme, qui est il faut servir au segment de population de chacun des journaux les idées qui sont attendues par ces segments de population. Bon. Et donc, là, on a un phénomène un peu d'enfermement des opinions sur elles-mêmes. C'est un peu quand sur Google, vous faites une demande, il y a des algorithmes qui ont déterminé si vous êtes vieux, jeune, femme, ouvert, de gauche, du centre, de droite, internationaliste, raciste, gauchiste, convivialiste, anarchiste, féministe, etc. Et quand vous faites une demande, Google vous répond en fonction de votre profil, c'est-à-dire ce que vous voulez entendre. Donc il vous enferme dans votre bulle de pensée. La presse maintenant, qui a donc ces segments de marché de l'opinion, répond aussi de la même façon et enferme les lecteurs dans ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire que c'est le contraire d'une presse libre qui fait penser indépendamment de ce que vous voulez entendre. Vous êtes pris au piège donc de la consommation qui se referme sur l'activité supposément libre de la lecture critique dans les journaux pour que vous puissiez vous former au débat actuel et donc que vous puissiez adopter une position d'homme libre par rapport à vous ayant renseigné autant que possible partout pour essayer de comprendre ce qui se passe et vous faire votre propre opinion. Donc ça c'est globalement fini, vous êtes enfermé dans votre bulle et conforté dans votre bulle. Chacun, donc là aussi on constitue des troupeaux, des troupeaux de consommateurs de journaux et de demandeurs d'opinion qui vont dans leur sens. Donc la vérité n'a plus sa place, c'est important de dire. Bah oui, mais bien sûr. Le mot vérité, c'est... mais la vérité est dérisoire maintenant. On est passé, vous le savez tellement bien, dans l'ère de la post-vérité, de la post-histoire, des faits alternatifs. Et donc, chacun va constituer sa sphère narrative dans laquelle des vérités locales se construisent. Mais des faits qui viendraient démentir cette vérité locale, ils sont éloignés. C'est comme ça globalement que ça fonctionne. Donc il n'y a pas que M. Trump qui fonctionne dans l'ère post-factuelle. La presse en général fonctionne en écartant les choses qu'elle ne veut pas voir. Je suis bien passé pour le savoir par rapport à un certain nombre de journaux qui, à un certain nombre de moments, n'ont plus voulu entendre ce que je disais, alors qu'avant, ils voulaient absolument entendre. Bon. Donc là, il y a évidemment un déficit considérable dans nos sociétés démocratiques, puisque ce qui forme au débat, ce qui est vieux maintenant, je ne sais pas, je crois que le premier journal, c'est le Mercure de France dans les années 1740. On a 3 siècles presque de journaux et de débats démocratiques,
Et maintenant, nous voilà enfermés chacun dans notre petite bulle d'opinion. Donc, je dis, c'est grave. C'est grave. Alors, j'ai conscience de cette gravité, d'autant plus que je connais bien un pays qui s'appelle le Brésil, qui est dominé par 2 ou 3 journaux, dont la chaîne Globo, par exemple, qui a réussi à faire un coup d'État médiatique en forgeant une opinion sur l'ancienne présidente qui a été accusée de corruption. On s'aperçoit qu'il y a zéro, rien, et tous ceux qui l'ont accusé de corruption sont d'une corruption totale. Le principal accusateur, maintenant en prison, parce qu'on n'a pas pu faire autrement que de le mettre en prison. Et donc, on ne fait plus de coup d'État maintenant avec l'armée, comme dans les années 60, en Amérique latine, le président en l'occurrence. On fait des coups d'État avec la presse. La presse qui bricole l'opinion pour donc déterminer qui est corrompu, qui n'est pas, en accusant de corruption celui qui n'est pas, et en blanchissant celui qui l'est totalement. Alors, on sait ce que ça sert au Brésil. Alors, par rapport à ça, Dieu merci, il existe toute une série de presse alternatives, des blogs, par exemple, extrêmement critiques, etc., qui n'hésitent devant aucune investigation, etc. Et heureusement qu'il existe cette presse alternative maintenant par rapport à ces grands groupes. Et je crois que c'est la même chose en Europe. Il faut qu'il existe cette presse comme la vôtre, comme des blogs libres qui s'échangent, qui se rencontrent et qui produisent, et qui mettent sur la place publique des choses que la grande presse ne veut pas savoir. Donc voilà pour la presse. Ça me semble un combat décisif pour la formation de l'homme libre. Ce qui existe de moins en moins, puisque, je vous l'ai dit, mise en troupeau parce que contrôle de l'opinion et des individus. Voilà, donc combat pour la presse, à mon avis, décisif. Sinon, il se passe ce qui se passera au Brésil. C'est-à-dire des coups d'État médiatiques avec une sorte de fascisme rampant qui est en train de se mettre en place. Ce qui se passe quand même en France de manière douce aussi, dans les pays européens, parce que le cas Macron, oui, en termes d'image de la presse, c'est pas comparable au Brésil, mais on y arrive quand même. Et les autres aussi. Bien sûr. Par exemple, que Macron ait eu en un an 70 couvertures de grands magazines français, alors que c'était un type complètement inconnu et qu'il était soutenu par les différents groupes de presse, il y a une part de construction médiatique manifeste, évidente. C'est pas un coup d'État, mais bon, c'est quand même l'imposition d'une figure qui sort, qui était inconnue il y a un an ou deux, quoi. Donc voilà, on peut inventer des personnages médiatiques qui, d'un seul coup, comme ça, subitement, s'imposent. Et donc, c'est le cas de la France. C'est le cas de la France. Alors, bon, vous me demandez aussi des choses sur le convivialisme. Alors, j'étais extrêmement intéressé par le convivialisme. J'étais pas au tout début du convivialisme, mais je sais ce qui s'était passé. Et puis, des gens proches du convivialisme, dont Alain Gaillet, m'a rapidement fait signe pour me dire, écoute, ton travail est aussi important par rapport à ce que tu fais, donc on aimerait bien que tu participes aux affaires, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était un mouvement important. Pourquoi ? Parce que nous étions, en tant qu'intellectuels, c'est une espèce d'international intello, maintenant ça a été, le manifeste convivialiste a été traduit, je ne sais plus, dans 17 ou 18 pays dans le monde. Il y a des groupes d'intello il y a des centaines et des centaines de personnes, donc, qui sont des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des psychiatres, des psychanalystes, je ne sais pas quoi, qui, spécialistes de questions diverses, qui ont travaillé chacun dans leur domaine, et le convivialisme a réussi quelque chose qui est invraisemblable dans un milieu intellectuel,
C'est-à-dire faire que ces gens se parlent, au lieu d'être enfermés chacun dans leurs pensées, leurs bouquins, la diffusion de leur propre travail, de leurs propres pensées, etc. Et mettre un peu tout ça en commun sur la table. Moi, par exemple, j'ai organisé au Théâtre de la Tempête pendant 3 des doubles journées qui s'appelaient Philosophie à vif. Les 2 dernières étaient sur le convivialisme. Et j'ai fait venir comme ça des dizaines de personnes. Et on s'est aperçu, donc ils ont parlé, expliqué, présenté ce qu'ils avaient expliqué. On s'est aperçu que, je ne sais pas, sur la quinzaine ou vingtaine de personnes présents, il y avait plusieurs centaines de livres qu'on avait écrits. Et donc voilà, tout ça se met en commun, se rencontre, se discute. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Mais ça veut dire que quelque chose se cherche par rapport donc aux rails néolibéraux dans lesquels ce monde est parti, qui nous mène directement à l'effondrement. C'est même plus dans le mur, c'est l'effondrement, il n'y a même pas de mur, c'est plus rien. Et donc, par rapport à ça, le monde, on pourrait dire, s'est déjà retrouvé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une espèce d'impasse, qui étaient les impasses du fascisme, du stalinisme de l'époque. Et donc on s'est interrogé sur la façon, à cette époque-là, en 1945, de reconstruire donc, un monde défait par 2 guerres, par le nazisme, le fascisme mussolinien, etc., qui avait dévasté l'Europe et une partie du monde, les bombes atomiques, etc. Les camps de la mort. Bon. Et donc, ce qui est sorti de tout ça, c'est un travail qui a été fait par un ami que j'apprécie beaucoup, qui est prof au Collège de France et qui s'appelle Alain Supiot, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie. Et l'Esprit de Philadelphie, donc, c'est un certain nombre de gens qui se sont réunis à partir de 1943-44 et qui se sont demandé comment, sur quel principe reconstruire un monde aussi dévasté, aussi détruit. Et donc, donc ont mis au point l'idée qu'on pouvait reconstruire des institutions de ce monde sur la base du principe de dignité, qui était évidemment le principe de dignité, la première visée du nazisme, puisque dans le nazisme, il y a des gens plus que dignes et des gens plus qu'indignes, donc il faut même les exterminer. Donc reconstruire un monde fondé sur un principe de dignité. Et ça a donné donc la reconstruction d'un certain nombre d'institutions, pas toutes malheureusement, mais un certain nombre d'institutions qui donc ont permis la reconstruction en Occident d'un monde qui a tenant un certain nombre de promesses de dignité jusqu'aux années néolibérales. Bon, à nouveau, forme de destruction du monde par l'ultra et le néolibéralisme, qui aboutit donc à des menaces extrêmement pesantes, et donc on se retrouve d'une certaine façon dans une situation proche. Comment reconstruire ce monde? Quel principe? Et donc, voilà, je laisse tomber toutes les discussions qui ont mené à ceci, mais donc on est arrivé à poser 4 principes qui sont des principes de dignité aussi. Principe de commune humanité. C'est-à-dire, il n'y a pas des surhumains et des sous-humains. C'est un principe important puisqu'on est en train de fabriquer une post-humanité. Et donc, dès que des post-humains vont dire, nous serons des sous-humains. Donc, principe de commune humanité. Principe de commune socialité. Ça veut dire que
nous ne sommes plus dans un principe de commune socialité à partir du moment où 8 ou 10 personnes possèdent autant que la moitié du monde restant, qui sont partis ailleurs, dans un monde à part, et avec d'autres qui sont dans un monde de précarité, dans un monde dangereux, etc., etc. Donc, il faut reconstruire un monde de commune socialité. Il faut, troisième principe, d'individuation des individus. C'est ce qu'avait oublié le communisme, globalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'individus qui existaient, il fallait que donc les individus se soumettent à la marche collective et glorieuse de l'humanité qui, à terme, beaucoup plus tard, allait amener la libération de chacun. Mais comme on n'était pas là, donc il fallait que pour l'instant l'individu s'efface devant le collectif. On sait où ça a mené. Ces sociétés qui devaient libérer le genre humain sont devenues des sociétés prisons qui ont, beaucoup de gens se sont trouvés enfermés, et quand ils n'étaient pas enfermés, ils étaient exterminés aussi bien. Bon. Dès qu'on fait intervenir ce principe d'individuation, on fait intervenir la possible lutte des individus. Donc, quatrième principe, c'est un principe qui permet de construire des institutions où on peut s'opposer sans se massacrer. Voilà. Alors, voilà les 4 grands principes du convivialisme. Ça, évidemment, ce ne sont que des principes. Ensuite, il faut les mettre en œuvre dans des institutions multiples, que ce soit des institutions politiques, économiques, sanitaires, financières, écologistes, etc., etc. Mais ça donne une idée du type de principes sur lesquels on pourrait essayer de reconstruire le monde, s'il est encore temps de le reconstruire. On revient à ma question précédente, à notre question précédente, sur le fait de savoir s'il est encore temps. Nous le verrons bien, mais enfin, s'il est encore temps, voilà ce sur quoi nous avons réussi à converger. Voilà. Merci. Merci à vous.